Bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à des gens qui gagnent à être connus. Alors aujourd'hui, c'est le quart d'heure des célébrités de l'éditeur Jean Picolec. Bonjour Jean. Merci, bonjour. Voilà, donc aujourd'hui vous avez deux Jean. Alors, je vais vous présenter rapidement et nous rentrerons dans le vif du sujet comme d'habitude. Alors, Jean Picolec, vous êtes d'origine concarnoise, donc c'est Concarneau, et vous êtes arrivé à Paris et vous êtes devenu lauréat du concours général d'histoire à Sorbonne Lettres. Non, j'étais lauréat du concours général quand j'étais en Math-LM, et c'est pour cette raison que j'ai eu le choix la possibilité de choisir mon académie. Comme je n'aimais pas la ville de Rennes, que je trouvais très coincée, bourgeoise, etc., je pouvais choisir, je suis arrivé en Sorbonne. C'est pour ça que j'ai fait mes études à Paris. Parfait, la précision est faite. Donc vous êtes entré chez Larousse en 1966, vous resterez jusqu'en 1971 en tant que chargé d'études de marché. Entre 72 et 78, vous dirigez les éditions Moreau, dont vous êtes le cofondateur, et depuis 1978, vous dirigez votre propre maison d'édition, les éditions Picolec. Alors, entre 87 et 91, vous avez présidé la table ronde à la demande de Gwenaël et Vincent Bolloré, et vous êtes actuellement membre de plusieurs jurys, le prix Bretagne-Bresse, le prix littéraire de la Fondation de France, le prix de la Gendarmerie et le prix Rabelais. Vous avez beaucoup de prix. Alors vous publiez aux éditions Picolec une douzaine de titres par an qui traitent d'histoire ou de documents contemporains. Vous éditez dans votre fonds une bibliothèque celtique, voilà, c'est assez original, donc d'Irlande, Pays de Galles, Écosse et Bretagne notamment. Vos ouvrages ont été traduits dans plus d'une trentaine de langues et vous avez connu un succès planétaire avec Au nom d'Oussama Ben Laden, dossier secret sur le terroriste le plus recherché du monde, écrit par Roland Jacquard et qui est paru le 12 septembre 2001. Donc le lendemain, on ne peut pas faire mieux. C'était la chance, mais j'ai essayé de faire croire à des gens que Oussama Ben Laden était mon agent de relations publiques. C'était ma première question, parce que j'allais ajouter que donc, ce titre a été édité en 26 langues, donc ça a été un succès considérable. Mais si j'étais conspirationniste, je me dirais, vous étiez dans le coup, c'est pas possible autrement. Donc comment est-ce que ça s'est produit ? Alors, j'ai raconté l'histoire, elle est simple. Je connais Roland Jacquard depuis le milieu des années 70, puisque quand je dirigeais les éditions Moreau, j'avais déjà publié de lui deux ouvrages, dont l'un consacré à l'espionnage. En gros, on est en 1975. J'ai toujours gardé des contacts avec lui. J'avais publié au début des années 90 un livre qui est un peu en actualité aujourd'hui, puisqu'il est consacré au terroriste Carlos, dont un film sort là et qui sera présenté à Cannes. Donc Roland Jacquard, j'avais toujours publié périodiquement des livres de lui, et comme tu vois, ce sont des livres qui sont toujours consacrés au terrorisme, espionnage au terrorisme. Et en 1998, il m'invite à passer quelques jours chez lui en Normandie, au mois d'août, et il venait se passer quelque chose, des attentats contre les ambassades américaines, d'une part à Nairobi, au Kenya, et à Dar es Salaam, en Tanzanie. Je discute avec lui, et comme je sais qu'il a beaucoup de dossiers, il est consultant au Conseil de sécurité de l'ONU, je parle de Roland Jacquard, je lui pose la question, Roland, est-ce que tu as des choses sur Ben Laden ? Je précise que Ben Laden, je le tenais un petit peu à l'œil, puisque déjà dans l'ouvrage sur Carlos, nous en parlions. Pourquoi ? Parce que Carlos et Ben Laden ont été un moment ensemble à Khartoum. Ah bon ? Dans les années, c'est peu connu ça. Et nous le mettions déjà dans l'ouvrage consacré à Carlos. Et les Américains ont poussé les Soudanais à expulser Ben Laden, c'est pour ça qu'il est parti en Afghanistan. Mais il était avec Carlos. Et je me pose la question à Roland, est-ce que tu as des choses sur Ben Laden ? Parce que il me dit oui, j'ai des choses. Je dis, mais tu as des choses quoi, pour faire un article ou pour un bouquin ? Il me dit, tu rigoles ? Et on était dans sa maison de campagne. Il se retourne, il fait 3 mètres, il sort, il y avait une masse de documents comme ça. La plupart en arabe et en ourdou. Alors, je précise qu'on va traduire pour ce livre, entre 1998 et 2001,
10 000 pages d'arabe et une centaine de pages d'ourdou. Pour ceux qui ne savent pas, l'ourdou est la langue généralement courante, la plus courante au Pakistan. Et c'est écrit avec des caractères arabes. Pour moi, je croyais que c'était de l'arabe, mais il y a des caractères qui existent en ourdou, ça semble de l'arabe, mais qui n'existent pas en arabe. De même, par exemple, un Français voit tout à coup, s'il voit un N avec un tilde, il découvre tout de suite que c'est de l'espagnol, même si c'est pas lire l'espagnol. On se trouve dans cette situation. Je lui propose de faire un livre et il me dit, écoute, Jean, mais qui va s'intéresser à Ben Laden? On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Oui. Et nous sommes en août 98 et je lui dis, écoute, je crois qu'il faut qu'on sorte le livre, on va en vendre 2002, 2005, je vais faire mon point mort. Et toi, ce serait une bonne carte de visite au Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Vous visiez 2500 exemplaires à l'époque. Hein. Oui, de vente. De vente. Bon. Et j'aurais dû le vendre, le présenter, il est annoncé dans le catalogue du Salon du Livre de Paris en mars 2001. Je suis en retard et après il serait prêt à cette période-ci, c'est-à-dire en mai, mais on ne va pas sortir un bouquin sur Ben Laden, sur le terrorisme en mai. Ouais. On décide de le sortir au premier office. Pour ceux qui ne savent pas, le premier office, c'est quand on l'envoie chez des libraires à telle date. C'est pas nous qui fixons la date, c'est notre diffuseur. Et la date, c'était le 12 septembre. Et voilà. D'accord. Bon, donc vous n'êtes pas dans le complot Non, ce n'était pas moi qui étais dans le complot, c'est Ben Laden qui m'a aidé. C'est ça. Vous devez une fière chandelle à Ben Laden, comme De Gaulle doit une fière chandelle à Hitler, si on peut oser la comparaison. Oui, et Hitler n'était pas, c'est pas la même chose. C'est plutôt Churchill qui a fait De Gaulle parce que c'était au moment où il y avait les négociations entre Churchill et le gouvernement français, c'est-à-dire Paul Reynaud, on l'oublie. Paul Reynaud demandait, la France étant à genoux, demandait l'armistice, n'avait pas le choix, et les Anglais, à cause de l'accord de mars 40, ne voulaient pas que la France signe un armistice tant que la flotte française ne soit pas dans les ports britanniques. Et la France ne voulait pas les envoyer en Angleterre, d'autant qu'à ce moment-là, l'Allemagne et l'Italie n'auraient pas signé les conventions d'armistice à la France, puisque c'était une des conventions, il fallait que la flotte française ne soit plus dans la guerre. Autrement, on ne signe pas une armistice avec quelqu'un dont une partie des armées soit. Donc, je ne suis pas d'accord avec ton exemple. Très bien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent avec ce livre, qui s'est vendu à combien finalement? Alors, 83, alors je vais répondre oui à la première question. Deuxièmement, je détaille. On en a vendu 83 000 en édition courante, 40 000 en édition poche et 12 000 en club. Par ailleurs, il y a eu 26 traductions. Des traductions, certaines, je les ai vendues chères. Par exemple, au Japon et en Allemagne, je les ai vendus, pour donner un ordre de grandeur, comme ça t'aidera pour... en gros, c'était entre, je vais dire, entre 500 000 et 600 000 francs. D'accord. Hein? Donc tu divises... Pour un seul pays comme le Japon, vous avez vendu 600 000 francs. Oui, tandis donc que par exemple... à peu près 100 000 euros pour... Tandis qu'aux États-Unis, c'est Duke University qui l'a publié, j'ai dû le vendre les 2/3 du prix. Ah oui. Donc tu vois, c'est un peu... C'est pas lié à la population? Non, c'est pas lié. Oui, à l'opportunité. Duke University a une démarche plus universitaire, parce que c'est une fac qui est plutôt célèbre aux États-Unis, même si pour le grand public français ou européen, elle n'est pas connue, cette fac. Et alors, dans d'autres langues, je l'ai vendu moins de 5 000 euros. Alors, tu comprends que quand je vendais, parmi les langues, je l'ai vendu en danois. Donc, je ne sais plus combien, mais par exemple, quand je l'ai vendu en tchèque ou en roumain, ça devait être de 5 000 euros. Ouais. Tu vois, il y a une gradation. De tête, je peux te dire que c'est au Japon et en Allemagne que j'ai vendu le plus cher. Mais par exemple, quand je l'ai vendu en coréen, j'ai vendu un peu plus cher. C'était peut-être le double, c'était peut-être de tête, je te dirais, entre 8 000 et 10 000 euros. Donc tu vois, il y a toute une gradation. Et j'ai failli, j'ai failli le vendre, et là j'étais prêt à le vendre sans que je touche un centime. Et l'auteur aussi, il était amusé, sans qu'on touche un centime. Comme l'argent aurait été
toute petite quantité, il serait revenu totalement à notre agent littéraire, Ouais. et c'était le vendre en férugien. Le férugien, je rappelle, pour ceux qui ne le Féroé. savent pas, exactement, dans la langue des îles Féroé. Donc tu vois l'intérêt et l'impact que ça a eu, Ouais, puisque ouais, ah bah. ça s'est failli se faire, et j'avais dit, parce que l'agent, ça lui demande beaucoup de démarches, Oui, presque autant de démarches pour le vendre en chinois, parce qu'on l'a vendu en chinois, que le vendre en férugien. Mais comme ça aurait été une quantité faible, ça n'aurait pas été rentable pour elle. On était prêts, pour le plaisir, l'auteur et moi, de tout les laisser, D'accord. et ça a capoté. Tu vois. Alors, l'autre question que je me pose, moi je suis éditeur, mais pour nos internautes, est-ce qu'aujourd'hui on gagne de l'argent dans l'édition? Comment va le monde de l'édition depuis que vous y travaillez? Alors, tu me poses deux questions. Alors, Oui. la date d'aujourd'hui, les éditions Picolec, qui donc, puis je suis patron de maison d'édition depuis le 1er janvier 72, je peux dire toujours vivant, Ouais. toujours indépendant, toujours sur le fil du rasoir. Ouais. Bon, je n'appartiens pas à un grand groupe. Ouais. Et si j'étais appartenu à un grand groupe, je peux attraper une pneumonie, etc. Tandis que là, vu mes choix, je veux pouvoir décider et non pas être assujetti à telle pression, à telle C'est le démarche. goût de la liberté. Oui, je te renvoie à La Fontaine. Rappelle-toi la fable du chien et du loup. Celui qui crève la faim, l'autre, le chien, il a un collier. C'est un choix. Moi, je suis fait comme Tu quoi. n'as pas de collier. J'ai pas de collier. C'est peut-être mon mauvais caractère de breton, mais voilà. D'accord. Alors, ça c'est de façon générale. Oui. Il y a certains des personnes qui gagnent de l'argent, mais quand ils publient peut-être les mémoires métaphysiques de tel joueur de foot ou les problèmes de fesses de telle starlet, mais ça ne m'intéresse pas. Oui. Et de façon générale, parce que tu m'avais posé deux questions, de façon générale, non, l'édition va médiocrement. Pourquoi? Il y a déjà deux raisons. Il y a une crise générale, et d'autre part, il y a une crise du papier. On le voit, la crise des journaux. Tous les journaux, c'est pas tant, diminuent leur vente, quelle que soit leur coloration politique. Libération, si Rothschild ne payait pas tous les jours, Libération ne sortirait pas. Mais est-ce que dans l'édition, par exemple, on peut penser que les gens liront encore des livres à l'avenir? La question se pose. Alors là, tu me demandes d'être Madame Soleil. Voilà. Comme je suis optimiste, je réponds oui. Alors ce qui me fait dire ça, Oui, c'est les que, gens continueront de lire des livres. oui, je crois que le livre, premièrement, on le lit à son rythme. On peut revenir, et puis il y a certains aiment le contact physique du papier. Donc tu ne crois pas au livre numérique, par exemple? Je ne dis pas que ça n'existera pas Ouais. pour d'autres, mais je pense, je n'exclus pas, mais je pense que le livre papier continuera, et le livre papier a un avantage, du moins pour quelqu'un comme moi, tu peux écrire, tu peux mettre des annotations, et tu n'as pas de contraintes. Donc je pense que peut-être ça existera, c'est ce que des gens me disent. Moi je ne suis pas enthousiaste. Dès qu'il y a un débat, une conférence, je vais pour écouter, pour être informé, mais je ne suis pas totalement convaincu, et je n'exclus pas que le livre numérique fasse sa percée. Mais je pense que le livre papier aura toujours sa présence. Très bien. Alors, Et je voulais dire aussi tout à l'heure, quand tu disais, oui, pourquoi une bibliothèque celtique, et puis des livres d'histoire, c'est simple. J'essaye de publier ce que je connais le moins mal, donc c'est en fonction des types d'études que j'ai pu faire, donc notamment des études d'histoire. Je pense savoir critiquer mes sources. C'est pour cette raison que des documents d'histoire contemporaine et autres. Et la bibliothèque celtique, c'est donc ce que je connais le moins mal et ce que j'aime le plus. Comme je suis breton, tout le domaine celtique, l'Irlande, le Pays de Galles, ne m'est pas étranger et ça me fait chaud au cœur. la précision était intéressante. Alors, comme on arrive à la fin de ce quart d'heure de célébrité de Jean Picolec, je vais vous poser la dernière question. Est-ce que vous encourageriez, c'est dans le prolongement de cette émission finalement, est-ce que vous encourageriez des jeunes aujourd'hui à créer des maisons d'édition, et quels seraient vos conseils en fait, Alors sur, je pense que... sur le domaine ou sur la méthode? Alors je pense que oui. Que tout à fait. On peut tous les jours créer quelque chose. Je crois qu'il y a un avenir pour le livre. Il y a un avenir pour des gens, quel que soit leur âge, et pour des jeunes. Je leur conseillerais deux, trois choses. Premièrement, d'être tenaces.
d'être rigoureux. La première chose, il faut être rigoureux avec ce texte et pas regarder ça du coin de l'œil. Quand quelqu'un dit tu jettes un coin d'œil, je ne suis pas d'accord, il faut être très rigoureux. S'ils sont tenaces, rigoureux, et ils doivent pouvoir réussir en sachant que être éditeur est le plus beau métier du monde. C'est pas celui. Mais s'il rêve d'avoir une très belle voiture, une très grande piscine, qu'il ne soit pas éditeur. Ouais. Mais par contre, avec ce métier, tous les jours, ils rencontreront au moins une personne d'intéressante qui stimule. Et quand je vois mes anciens condisciples qui ont eu des postes, très bien, maintenant ils sont à la retraite, ils s'emmerdent, ils ne parlent plus que de leurs genoux, etc. etc. Donc je dis, et puis souvent ils sont maintenant, parce que c'est une vocation. Oui, c'est une vocation, puis je suis un homme de passion. Ouais. Mais quand je les vois, tandis que là, ils n'ont plus de but dans la vie. Bon, savoir qu'ils vont passer 3 jours de plus et qu'ils vont aller aux Seychelles, oui. Et comme de toute façon, il m'arrive d'aller passer mes vacances en pleine guerre au Sierra Leone et au Libéria, je peux raconter encore plus d'histoires au retour. Très bien. Ce sera le mot de la fin, donc une note d'espoir pour le livre. Oui, oui. Et puis, battez-vous. Voilà, il faut se battre, la vie est un combat. Merci beaucoup Jean Picolec d'avoir accepté cette invitation. C'était donc le quart d'heure de célébrité de Jean Picolec. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et n'oubliez pas, la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Au revoir.